Aulnay, c'est fini, l'intégralité des vidéos est disponible dans la playlist sur cette chaîne afin que vous puissiez voir tous les matchs de l'intégralité du tournoi. Ça fait du bien, on va pouvoir se préparer pour d'autres choses avec ce week-end, des enregistrements de parties lors des Store Championship, donc des 7 Championships même, de Montpellier et de Lyon le samedi 20, qu'on va sûrement vous commenter ensuite avec notre ami Romuald, sûrement le lundi au soir et peut-être un autre soir de la semaine, on va voir tout ça. Bref, on va continuer de vous faire du contenu de qualité au niveau du stream, ça n'arrête jamais. Et bien évidemment, dès qu'on n'en sait plus et dès qu'on est 100% sûr de tout, on pourra peut-être faire une grosse annonce pour Lille. Voilà. Je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On est là pour faire la fameuse vidéo qu'on va faire aussi à chaque chapitre, à chaque set. On va faire une vidéo qui récapitule les tops et les flops de ce chapitre. Alors qu'est-ce que c'est les tops et les flops? Les flops sont tout simplement des cartes que j'estimais être fortes, que j'estimais être très haut, très jouées dans plein de decks différents et qui finalement ne le sont pas tant que ça. Souvent ce sont des cartes qui vont provenir en fait de la vidéo des 12 cartes à surveiller qui est sur la chaîne pour ce chapitre 3 et donc un peu les cartes qui finalement n'ont pas tant parfait que ça. A l'inverse, les cartes qui ont top, c'est les cartes que je n'ai pas mis dans cette vidéo, des cartes qui sont un peu passées sous le radar au niveau de l'analyse et qui finalement se retrouvent très présentes dans beaucoup de decks. Donc le but de cette vidéo, c'est juste de faire un petit point méta en parlant des cartes qui vraiment ont changé le jeu ou à l'inverse qui ne l'ont pas fait et de dire un peu pourquoi, quelles sont les raisons, etc. Bref, évidemment de l'analyse de jeu comme on en fait si bien sur cette chaîne. On va commencer par les flops. Alors on va avoir 5 cartes de chaque et donc pour les flops, on va commencer par Pluto, gentil cabot, le Pluto à 1, le Pluto qui est non ancrable. Alors, cette carte-là était pressentie pour changer beaucoup le jeu et en soi, d'une certaine manière, elle l'a fait. Ce Pluto est aussi un peu les lieux qui coûtent que 1 et qui font 1 de l'or. J'ai plus leur nom malheureusement, je m'en souviens plus. Il y a le pays imaginaire et le manoir d'enfer, je crois, si je ne me trompe pas. Mais donc, ces cartes à 1 qui en fait sont tellement impactantes dès le début de la partie, qui ont au final encouragé les joueurs à recommencer à jouer des cartes qui coûtent 1 en début de partie, surtout si elles ont 2 d'attaque, afin de pouvoir gérer les tours adverses. Dans ce genre de cas-là, évidemment, tous les personnages qui pour 1 sont 2-2. On peut aussi penser aux adeptes de Chernabog qui ont été rentrés dans les decks. On peut penser à la Reine de Cœur, pour 2 en rouge, qui est rentrée dans plusieurs decks, genre principalement du rouge-bleu, afin d'avoir des solutions en début de partie pour contrer ce genre de plan un peu adverse, et au cas où il y avait des personnages avec beaucoup de lore. Bref, en fait, dans le chapitre 2, sur la fin, on avait de plus en plus de decks qui commençaient à ne plus jouer des personnages à 1, et avec l'arrivée de ce genre de cartes-là, elles ont recommencé. Et c'est pour ça, justement, que Pluto n'est plus joué dans les decks. Il y a eu des essais au début, ça a été un peu joué dans les decks justement embrassés ou des choses comme ça, où avec des combos Pluto au tour 1, au tour 2 vous jouez Prof et Pluto, au tour 2 vous jouez Prof grâce à Pluto, et au tour 3 avec Prof et Pluto, si Pluto n'a pas été géré, vous pouvez jouer des personnages à 5 qui sont directement en rempart, et bien du coup ça fait quand même pas mal de choses, ça fait quand même pas mal de taf. Et du coup, vous pouvez les protéger et faire encore plus de value en jouant des personnages très forts encore plus tôt dans la partie, ce qui est très compliqué à gérer pour l'adversaire. Tout ça pour dire que Pluto, c'est une carte qui est pas mauvaise, mais c'est juste que la méta s'est de nouveau changée. Il y a de plus en plus de moyens de gérer les cartes qui coûtent pas cher, avec des dégâts directs ou des personnages qui coûtent pas cher eux-mêmes pour pouvoir les attaquer. Et du coup, c'est moins efficace. Donc plutôt flop au final, mais qui a changé la méta, donc c'est pas si mal. Morph en carte numéro 2. Pourquoi Morph? Morph, un peu pareil, on l'a vu au début, et Morph, clairement, tout le monde était à fond derrière, tout le monde était en mode incroyable, les decks verts, ils vont jouer, le vert gris, n'importe quel personnage qui peut se alter sur Morph, c'est trop fort. La bête grise au tour 3, évidemment, ça donne envie. Et le problème de Morph, c'est que, au final, même pour les decks qui jouent beaucoup de footboard, il y a les moyens de les jouer tôt avec leurs personnages inférieurs, on va dire. Il y a le Robin des Bois, il y a la Clochette, il y a toujours ces genres de trucs là pour jouer les personnages alter plus tôt. Et le défaut de Morph au final, c'est que si tu le joues au tour 2, il est incroyable parce que d'ailleurs tu peux jouer un alter dessus et c'est génial. Faut pas qu'il se fasse gérer, ce qui est déjà pas dit. Surtout qu'il y a de plus en plus de dégâts directs qui ressortent dans la méta, donc Morph déjà c'était compliqué. Et le problème de Morph surtout, c'est que en fin de partie, dès qu'on passe le T2, en fait, Morph ne sert plus à rien. Parce que vous avez tendance à jouer vos personnages alter directement pour pouvoir vous en servir au prochain tour, plutôt que de prendre le risque de passer par Morph pour vous en servir au prochain tour aussi, au final, et de prendre le risque de voir Morph se faire gérer et de perdre un tour sur le personnage. Petite pêche de poil, c'est bon, ça enlevé.
Je regarde ma caméra en même temps, évidemment. Mais donc voilà, Morph, c'est pas ouf, tristement. Sa capacité est incroyable, mais les haltères qu'on pensait trop forts, potentiellement genre des belles archères, des trucs comme ça, bah ça marche pas tant que ça. C'est pas assez fort dans le jeu pour être joué compétitivement. Et même dans les decks qui jouent beaucoup d'haltères, je pense par exemple au Vergris qui se base sur Bucky, ou des choses comme ça, bah l'autre problème de Morph c'est qu'il coûte 2 et qu'au tour 2, bah, on a déjà Bucky à jouer et on a déjà d'autres choses importantes à jouer. En fait, si on veut jouer beaucoup d'haltères, on joue Bucky en vert. Et si on veut jouer Bucky, bah Morph ne sert plus à rien parce qu'au tour 2 on aura joué autre chose. Et au tour 3, 4, 5 d'ailleurs on commencera à avoir d'autres haltères donc ça ne marchera plus. Donc voilà pourquoi Morph n'est malheureusement pas joué dans la méta. Audrey Ramirez, alors je préviens tout de suite, les cartes Saphir, on est bien d'accord, j'avais mis des trucs, j'avais expliqué, j'avais mis des trucs, parce que vraiment je voyais pas ce qui allait être fort ou pas fort. Au final, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres, on va voir. Mais Audrey Ramirez, pour moi, ça reste une excellente carte et je vous conseille vraiment de garder un œil sur elle, parce qu'un jour, elle va faire un taf de ouf. Audrey Ramirez, pour 5-2, 5-2 de l'or hors d'atteinte, déjà, c'est un personnage qui fait 2 de l'or, voilà, qui fait un taf de ouf. Elle peut redresser d'objets quand elle part à l'aventure, ce qui est aussi très efficace, potentiellement, mais c'est justement tout le problème, c'est le potentiellement. Pour l'instant, des objets qui, en se redressant, font quelque chose de fou. La plume en fort d'arrêt, il faut avoir des cartes en main pour pouvoir les mettre en angle, c'est pas si fort que ça. Le sous-fétiche, évidemment que c'est trop fort, mais ça devient une combo un peu trop dur à sortir, déjà que les sous-fétiches, il y en a peu dans les decks, et que c'est un peu un truc de ultra late game. Et à part ça, bah en bleu, on se sert pas de grand chose. La glace à l'eau, ça sert à rien de la dresser. Dans les autres couleurs, bah peut-être en rouge avec la sonde Maui ou des choses comme ça, mais c'est assez rare au final. Le jeu objet, à part en bleu, n'est pas un jeu très joué. Il n'y a pas beaucoup d'objets très joués. Et en bleu, les objets très joués n'ont pas tant d'intérêt que ça à être redressés. Donc, pour le moment, Audrey Ramirez flop. Mais je vous conseille encore une fois de la garder en tête parce qu'elle a des bonnes stats avec hors d'atteinte. Elle a 2 de l'or hors d'atteinte, donc elle est quasiment sûre de faire cette 2 de l'or en jeu, c'est à peu près certain. Et elle a une capacité très cool derrière. Et si elle n'est pas gérée, si elle peut s'en servir plusieurs fois, ça peut vraiment être très efficace. Attention à Audrey Ramirez qui flop pour l'instant, mais qui y est une carte à surveiller. La porte du coffre, par contre, là, c'était complètement un truc que j'avais mis en mode, bon, peut-être, au cas où. Parce que mine de rien, des lieux en bleu, il y en avait des sympathiques, et je me disais, ah, si on commence à leur donner résistance, et que les personnages sur les lieux aussi ont résistance, bon, au final, les lieux en bleu, il n'y a que le manoir de Picsou qui est joué, et déjà c'est rare d'avoir une couleur qui joue des lieux, donc c'est quand même à noter. Mais porte du coffre, même si c'est cool, c'est pas assez efficace, il n'y a pas assez de manoir de Picsou. Les personnages sur les lieux, bah, le manoir de Picsou, mais personne dessus, donc au final, ça donne pas grand chose. Et de facto, la porte du coffre n'est pas du tout jouée. Elle n'a jamais été envisagée. Il y a eu 2-3 tests avec au tout début du truc du set. Quand les gens essayaient de jouer les lieux, ils se sont très vite rendus compte que c'était compliqué les lieux. Et du coup, bah voilà, pas de porte du coffre. Et la dernière carte qui flop, et vous savez que ça me brise le cœur de devoir la mettre. Si vous me connaissez un peu, vous savez que ça me brise le cœur. Mais Jafar, illusionniste ensorcelant, je ne peux décemment pas ne pas le mettre dans la liste des flops. Pourquoi ? Parce que, bien que, selon moi, Jafar est une carte incroyable et que les gens qui en gris-violet ne la jouent pas ont, à mes yeux, et j'ai pas les meilleurs yeux donc j'ai sûrement tort, mais à mes yeux, c'est peut-être une erreur de pas le jouer parce que pour moi, il offre des portes de sortie dans plein de match-up que tu ne pourrais pas avoir avec un gris-violet plus classique. Mais il est vrai que les decks gris-violet qui performent le plus en ce moment sont des decks gris-violet qui ne jouent pas Jafar et qui ne jouent pas Rêve Bleu, justement. Parce que jouer Jafar veut dire jouer Rêve Bleu, et jouer Rêve Bleu veut dire redonner des cartes à l'adversaire. Et en fait, en gris-violet, tu as complètement les moyens de pouvoir battre l'adversaire, parce que tu as énormément de pioches, énormément de gestion de board, et tu montes après, tranquille alors, sans avoir besoin de jouer des Rêves Bleus, etc. Tu as juste assez de pioches pour pouvoir tenir sur la durée sans trop de problèmes. Et du coup, bah, je comprends que jouer Jafar Rêve Bleu, c'est moins stable, parce que tu redonnes des cartes à l'adversaire. Mais c'est un peu qui tout double, c'est à la fois moins stable, mais à la fois ça peut te sortir de plein de situations pourries. Le Rêve Bleu, déjà tout seul, et à côté de ça, bah, Jafar, il peut clairement dégagner des games à lui tout seul, de manière assez what the fuck-esque. Donc, ça me brise le cœur, mais Jafar n'est plus joué dans les meilleurs decks. C'est passé de mode, on va dire. Et surtout, en fait, pourquoi je le mets dans la liste des flops ? Parce qu'on pensait tous, de manière absolue, à la sortie de Jafar, que la carte était méga forte avec Rêve Bleu, que c'était 7 de l'or, que c'était trop ouf et tout. Mais on s'est bien rendu compte que bah, non seulement Jafar c'était compliqué à regarder sur le board, et que bah, avoir les deux avec Jafar et Rêve Bleu, c'était encore plus compliqué. Donc, au final, Jafar, c'est un flop. Ça me fait mal, mais il faut l'admettre, il faut l'admettre. Voilà pour les 5 flops qu'on a pour le moment. On va continuer par les tops. Et là, clairement, en premier top, je ne peux pas parler de la carte que j'estime ne pas être si forte que ça, mais vu que pas mal de decks le jouent, au bout d'un moment, je dois me rendre à l'évidence.
le sous-fétiche. Le sous-fétiche, pour cette non ancrable, on peut payer 2, choisir un de nos personnages et gagner un nombre d'éclats de l'or égal à sa valeur de l'or. Et pourquoi c'est si fort? Parce qu'en fait, dans les decks, maintenant, on peut commencer à jouer des Gastons qui ont 3 de l'or et donc faire 3 de l'or plutôt facilement avec le sous-fétiche, de manière récurrente si Gaston n'est pas géré. Et surtout, on peut faire des trucs assez forts à base de belles qui montent à 5 de l'or si on a 10 d'encre sur le terrain. Et derrière avec le sous-fétiche, donc pour un total de 6 si le sous-fétiche est déjà en jeu. Faut plutôt pas voir comme ça, on va plutôt dire que vous posez le bel tour d'avant et le tour d'après, pour 9, bah vous faites 10 de l'or d'un tour. Donc évidemment 10 de l'or en un tour c'est incroyable. Ça peut vraiment casser la partie très souvent. Et c'est pour ça que le sous-fétiche est joué, c'est pour ça d'ailleurs que pas mal d'autres decks commencent à essayer de retrouver des solutions pour gérer les objets ou d'en mettre beaucoup, parce que juste en avoir 2 et pouvoir gérer un peu les plumes en forme d'arête, c'est pas si fort. Maintenant il faut gérer et les plumes en forme d'arête et potentiellement la deuxième ou le sous-fétiche derrière. Parce que le sous-fétiche il fait vraiment un taf assez monumental. À côté de ça, une carte que j'ai mise parce qu'on la voit dans beaucoup de decks bleus et pourtant je l'avais pas mis dans les tops alors que évidemment qu'elle allait être trop forte. Grand-mère Thala, parce que Grand-mère Thala, elle coûte 1 plus que Maléfique, mais elle a 2 meilleures stats et vous pouvez choisir la carte que vous pichez parmi les 2 premières. Donc évidemment Grand-mère Thala, c'est super fort. À côté de ça, potentiellement il y a un alter, mais bon, personne ne le joue en compétition, donc ça sert pas à grand chose. Mais l'idée générale est très simple, hein, c'est juste, vous allez jouer Grand-mère Thala, vous allez choisir une carte que vous allez piocher, et donc vous allez pouvoir trouver vos solutions, vos cartes importantes plus facilement que si jamais vous aviez juste fait une pioche classique avec un moyen classique. C'est d'autant plus important qu'en bleu, la pioche, on n'en a que via les objets, pour l'instant, principalement via les objets. Donc là, d'avoir un autre outil de pioche via une carte qui fait l'équivalent de Maléfique pour 1 de plus, bah, c'est quand même vachement intéressant. Grand-mère Thala, clairement, qui top et qui est bien plus haut placé dans la liste des bonnes cartes bleues de chapitre avec le sous-fétiche. Parce que clairement, à la base, le bleu en chapitre, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On joue quand même beaucoup sur les acquis du chapitre précédent. Nous avons Robin des Bois. Je ne l'avais pas mis dans la liste des tops parce qu'en acier, il y avait tellement de cartes à mettre dans la liste des tops que je ne pouvais pas le mettre. J'avais mis Kansu sur Arceus et Libérer les Titans, qui pour moi reste une carte qui top très largement. Ce n'est pas un flop avant que vous commenciez à me dire des choses. Je préfère Libérer les Titans que Benja et je pense qu'il faut faire 2 et 2 plutôt que de jouer qu'un Benja. C'est un avis personnel. Mais donc, Robin des Bois, carte incroyable parce que, en fait, il faut se rendre compte que en acier, avant, on pouvait avoir un alter 3 à jouer au tour 3, mais c'était Captain Crochet. Celui qui est alter, donc, qui est non ancrable, et qui ne peut pas se faire taper par les cartes qui coûtent trop ou moins. Et en fait, des fois, c'était un peu joué, parce que mine de rien, avoir un chanteur à 3, enfin, avoir un chanteur à 5 au tour 3, bah c'est fort. Pouvoir faire son tuons la bête au tour 3, c'est quand même ultra efficace, ça peut tuer énormément de decks. Et là, la différence, c'est que ce Robin des Bois là, comparé au Captain Crochet, c'est que ce Robin des Bois, il est ancrable. Ça change beaucoup de choses déjà. Qu'à côté de ça, ce Robin des Bois, il a de meilleures stats. Qu'à côté de ça, ce Robin des Bois, il peut faire du lore tout en gérant le board adverse. Et qu'à côté de ça, ce Robin des Bois vous fait piocher une carte quand il est banni via un défi. Ça fait beaucoup de choses d'un coup qui fait que ce Robin des Bois est une carte primordiale dans tout deck acier qui va être joué en de très nombreux exemplaires en général. Encore plus si c'est un deck acier avec un très fort ascendant sur les alters, avec par exemple du émeraude acier grâce à Bucky, ou alors de l'améthyste acier grâce à la fée bleue. Donc, beaucoup de choses à faire. Enfin, la bonne fée, non, c'est la fée bleue, c'est la fée bleue. Je me trompe pas, c'est la fée de Pinocchio. La fée, c'est autre chose. Mais du coup, Robin des Bois, vraiment carte super forte, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais en plus de tous ces bonus, bah voilà, 3-6 au tour 3, il n'y a rien dans le jeu qui le gère. Donc si vous êtes face à un deck acier et qu'il y a un Robin des Bois en face et que vous êtes à votre tour 2, bah vous pouvez pas envoyer votre personnage à l'aventure parce que vous avez trop peur de prendre un Robin des Bois dans les dents au tour 3 de l'adversaire qui bannisse votre personnage à 1 qui est parti à l'aventure. Et voilà quoi, et que vous ayez plus rien à faire. Donc vraiment carte super forte, très clairement, qui va faire du lore derrière, très dur à gérer, carte incroyable, blablabla, elle coûte 40€, on se demande pourquoi. La numéro 9, du coup la quatrième carte des tops, l'hameçon de Maui. Alors, dans la vidéo, clairement, pour moi, quand je l'ai monté cette vidéo, je l'ai dit juste après d'ailleurs aux gens que j'ai croisés, clairement c'était la numéro 3 de ma liste. J'en mets 2 par couleur, des cartes à surveiller, celle-là pour moi c'est la numéro 3, parce que l'hameçon de Maui, bah, c'est un objet qui est grave versatile. Vous le posez pour 3 et pour 2, vous pouvez l'incliner pour choisir un personnage, lui donner insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui jouaient bouclier de vertu juste pour l'idée, bon, d'attaquer 2 fois dans le même tour potentiellement, mais surtout dans l'idée de je fais un truc avec mon personnage, je le redresse grâce au bouclier de vertu, et je ne fais rien d'autre, il est pas tapable. Bah là, l'hameçon de Maui a la même utilité, pour un peu plus cher parce que c'est pour 2, mais c'est la même utilité.
Et derrière ça, non, c'était en plus les boucliers, c'était pour 3. Je sais plus pour combien c'était de boucliers, c'était pour 3. Je sais plus. Bref, c'était pas gratos, quoi, on va dire. Mais l'autre intérêt de l'Hameçon Maui, surtout, c'est qu'on peut donner plus 3 d'attaque à un personnage pour le reste de ce tour. Et les 3 d'attaque, ils vont non seulement servir à pouvoir faire des trades plus efficaces en envoyant des personnages pas très forts contre des personnages plus forts, et à faire de la value, à faire entre guillemets du tempo, où on utilise des cartes pas fortes pour gérer des cartes plus fortes. De base, c'est très intéressant. Mais surtout, ce plus 3 d'attaque permet de gérer les lieux très facilement. Et là, bon, alors évidemment, Maui de base avec 6 d'attaque peut gérer des lieux plutôt tranquillement. Mais là, à peu près n'importe quel personnage de votre deck avec plus 3 d'attaque peut gérer des lieux à 7. Bon, je dis n'importe lequel, non, c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont 4 d'attaque quand même en rouge. Mais c'est l'idée générale. Une Médusa, dont on va parler juste après d'ailleurs. Une Médusa Maui, n'importe quoi du genre qui attaque un minimum, en fait peut one-shot un lieu, ou alors 2 personnages vont pouvoir gérer un lieu dans le même tour, grâce à ce bonus de force. L'hameçon de Maui, le seul défaut, c'est que c'est le seul objet, du coup, à peu près maintenant, des decks rouge-violet, qui en jouent très peu. Des fois, ils jouent un grimoire à côté, mais c'est pas dit. Et du coup, bah, c'est la cible prioritaire de tout ce qui est Benja, Libéré Titan et ce genre de choses-là. Mais toujours est-il que l'hameçon de Maui, carte vraiment très intéressante, super forte, présente dans tous les decks rouges, même en bleu-rouge, je crois qu'elle est jouée, même en rouge-violet, même en rouge autre chose. Peut-être pas en rouge-jaune quand même, parce que rouge-jaune, c'est pas trop le délire, mais voilà, c'est l'idée. C'est l'idée générale, c'est que l'hameçon de Maui, c'est super fort, que j'hésitais déjà à le mettre dans les cartes à surveiller, et que clairement, bah, c'est une carte qui top de ouf. On en parlait justement, et la 10e carte, la dernière, c'est de très loin, Madame Medusa. La patronne, pour 6 non ancrables, 4-4, 1 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage adverse qui a que 3 d'attaque ou moins, et vous le bannissez. Et en fait, 3 de force, c'est quasiment tous les personnages du jeu. J'exagère, bien sûr, il y en a plein qui n'ont pas 3 de force, qui vont avoir 4 ou un tout petit peu plus, mais énormément de personnages du jeu vont avoir que 3 de force. Déjà, tous les personnages qui sont jouables en début de partie, ils ont rarement plus. Et à côté de ça, même dans les gros personnages, à part des petites exceptions comme le fameux Jafar à 7, évidemment, un petit clin d'œil, hein, bien sûr. Mais à part Jafar, peut-être Clochette, Stitch, Surfer, des trucs comme ça, en fait, vraiment beaucoup de personnages ont 3 de force dans le jeu, parmi les personnages qu'on joue, et sont donc pas gérables à la Medusa. Et à côté de ça, quand on joue contre Acier, à part Clochette, il n'y a rien qui est joué qui a plus de 3 de force. Je veux dire, Robin des Bois, 3 de force, la Bête Grise, 3 de force, tous les personnages qui sont en dessous de 5, hein, clairement aussi, ils ont 3 de force, même le Jafar, Dreadnought, 3 de force. Donc vraiment, il y a énormément de cartes qui sont gérables via Medusa. Et du coup, beaucoup de decks rouges sont passés sur le fait de plutôt jouer des Medusa plutôt que de jouer des Tremen. Et ou alors jouer un peu des deux, mais en général on va toujours un peu plus de Medusa que de Tremen dans les decks, soit parce qu'il n'y a que des Medusa, soit parce qu'il y a une Medusa de plus que de Tremen. Certes c'est non ancrable, il faut trouver la place, mais c'est une carte qui a clairement fait son chemin dans les decks bleu-rouge, dans les decks rouge-violet, de très très loin encore. Et encore une fois, en rouge-jaune j'en ai des fois vu, mais je vois plus souvent des Tremen justement, qui sont plus efficaces dans ce deck là, ou des Princes Eric. D'ailleurs qui n'est pas dans le top ici, parce que je l'avais déjà mis dans les 12 cartes à surveiller. Et bien qu'il ait joué qu'au jaune-rouge, je ne l'ai pas mis en flop, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, la carte elle est très jouée en jaune-rouge, et c'est normal. Donc voilà Madame Medusa, vraiment carte qui a topé bien plus que prévu, et qui est super cool, super intéressante. Et en espérant que les prochaines cartes du chapitre 4 ne donneront pas trop de non ancrables rouges, parce qu'il commence un peu à être en galère quand même de cartes. Et voilà. On a fini sur cette vidéo. J'espère que le format continue à vous plaire, j'espère que les applications vous plaisent et que l'analyse est sympathique pour vous. Moi, je vous dis donc, normalement lundi soir, j'en ferai une annonce d'ici là, hein, si jamais c'est bien confirmé. Mais donc ce week-end, il y a les Stitch, il y a les 7 Championships, donc les tournois Stitch, hein, comme on les appelle. Bonne chance à vous, j'espère que vous allez gagner les lots que vous voulez et que vous allez pouvoir kiffer un peu encore plus l'Orcana compétitif partout dans la France. Ça va être sympa sur les 2 prochains week-ends de voir tout ça. Moi je vous fais des gros bisous, je vous donne des nouvelles dès que j'en ai par rapport à tous les potentiels événements qui arrivent, mais croyez-moi qu'en ce moment on est en train de travailler dur pour mettre plein de choses en place, et vous risquez d'être surpris sur les prochains contenus, les prochains streams, de la qualité à portée supplémentaire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à suivre tous les réseaux qui sont en description, abonnement, pouce, tout ça, et n'hésitez pas non plus, ça fera toujours plaisir. On est bientôt 1500 abonnés, 1500 abonnés, j'avais dit que je faisais plein de trucs, donc c'est le moment. Pour une dernière fois, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.